Smart Cause, c'est notre rubrique mensuelle dans Smart Impact avec Dift, la plateforme qui aide des centaines d'associations vérifiées à collecter les dons, à la fois grâce au mécénat d'entreprise et puis à des campagnes de collecte grand public. Parmi ces associations, il y a le COMED. Bonjour. Patrick Lamour, bienvenue. Vous êtes médecin, membre du conseil d'administration du COMED. Bonjour. Il a été créé en 79, c'est ça ? Alors, c'est quoi le COMED ? Alors, cette association qui a donc 47 ans, Ouais. s'est créée au départ sur l'observation d'un manque et d'une difficulté d'accès aux soins des personnes qui s'exilent, Ouais. créée dans les locaux de l'hôpital de Bicêtre, et à Paris, et qui connaît depuis 47 ans l'évolution dégradée de la situation des exilés, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan de la santé et de leur accès aux soins, et donc poursuit année après année un travail d'accompagnement, pour améliorer l'accès aux soins de ce public. COMED, Comité pour la santé des exilés, c'est ça ? Comité au départ, comité médical pour les exilés, D'accord. et les activités de l'association se sont tellement élargies qu'on est plus proche du concept de santé. La santé, c'est très large. Ça passe d'abord par se loger, manger, avoir un statut. Ouais, alors justement, l'association, elle agit, il y a plein de questions, elle agit où ? Combien de bénévoles, de salariés ? Sur quoi elle tient, en fait, en quelque sorte ? Oui, rapidement, on a 5 centres d'accueil, dont le principal est dans l'hôpital de Bicêtre. On a un centre à Paris, dans le nord de Paris. On en a un à Saint-Étienne, à Marseille et à Cayenne, en Guyane. En Guyane, oui. On accueille à peu près 10 000 personnes par an grâce au travail acharné et énergique d'une équipe de 65 professionnels, aidés aussi par 35 bénévoles qui sont des professionnels aussi. Donc c'est une centaine de personnes au service de 10 000 exilés par an, et on a accueilli à peu près 170 000 personnes maintenant depuis la création de l'association. Avec, on l'a vu, 25 000 consultations, participation aux ateliers ou réponses aux questions téléphoniques. C'est-à-dire, on interagit beaucoup comme ça, par mail, par téléphone Oui, on a à la fois un centre d'accueil, un centre avec des médecins, des consultations, beaucoup d'accueil en termes de santé mentale, une équipe de psychiatres. On a des sociojuristes. Et finalement, parce que les problèmes administratifs sont très importants et impactent beaucoup la santé, et ce dispositif, j'allais dire physique, se double d'une activité aussi téléphonique, des lignes nationales, des lignes régionales, et un site, et voilà, tous les outils du numérique. Avec peut-être une question d'information, c'est-à-dire qu'on comprend bien qui sont les bénéficiaires du COMED, mais est-ce qu'ils vous connaissent ? Enfin, comment faire en sorte que la rencontre se fasse, quoi ? Alors, eux nous trouvent, c'est clair, on a des listes d'attente énormes le matin, ils nous trouvent parce qu'on est très impliqués dans énormément de coordination, plus d'une 50aine, avec d'autres acteurs qui sont plus connus, Médecins sans frontières, Médecins du Monde, tous les acteurs de la précarité, car ils sont beaucoup en situation de très grande vulnérabilité, et assez vite, ils entendent parler du COMED. Il y a un bouche à oreille qui fonctionne assez vite. Voilà, quoi. avec des gens qui peuvent être depuis peu de temps en France, jusqu'à d'autres beaucoup plus longtemps. La moyenne, c'est à peu près 1 an et demi de présence en France, avant d'arriver chez nous avec un vrai problème. Alors justement, quelles difficultés ils connaissent, ils rencontrent ces exilés pour l'accès aux soins ? Ceux qu'on voit sont en mauvaise santé. Premier problème, c'est des problèmes de santé mentale, c'est-à-dire des troubles, des angoisses, des dépressions, des psychotraumatismes lourds, parce qu'ils ont connu des parcours épouvantables, venant de situations déjà dans leur pays pour des multiples motifs très, très traumatiques. Et puis souvent, la traversée jusqu'en Europe occidentale est traumatisante. On n'a plus besoin de la raconter, la liste des traumatismes sur le trajet est gigantesque. Et en fait, ils arrivent en France avec cet espoir d'être enfin arrivés quelque part dans un lieu sécure, et c'est pas toujours le cas, puisqu'on les retrouve à la rue, on trouve des femmes et des enfants encore à la rue, et voilà, c'est des gens qui arrivent avec des problèmes lourds en termes de santé et d'accès aux soins, puisque en France, on a une protection sociale quand même qui marche pas trop mal. Sur le papier, elle marche assez bien, normalement tout le monde est couvert, sauf que chez nous, 7 sur 10 arrivent et n'ont pas eu accès à la fameuse aide médicale d'État ou à la sécurité sociale dont ils relèvent, mais complexité des papiers, accueil pas toujours positif, voilà, et on aide beaucoup à cette inclusion. Justement, cette aide médicale d'État, elle est, on peut dire, kidnappée par des enjeux politiques. Quels arguments, parce que je pense qu'on peut répondre par des arguments en termes de santé publique, quels arguments il faut opposer à ceux qui disent qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État, etc., etc. D'abord, je voudrais pouvoir rencontrer ces gens et leur expliquer
le parcours de ces gens qui ont recours à l'aide médicale, je prends le pari avec vous qu'il n'y a pas une personne qui dirait « Ah ouais, quand même, celui-là, il faut l'aider, il faut le soigner. » D'accord ? On parle de gens qui ont besoin du système de santé, pas pour aller faire des cures, d'accord ? Parce qu'ils ont des cancers, parce qu'ils ont des maladies infectieuses, parce qu'ils ont la tuberculose, parce qu'ils ont des tas de choses, le diabète. Et ces gens-là, en fait, le coût de la santé est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a l'argument, évidemment, moral, il est évident. Mais, bon, mais au-delà de ça, il y a ce que... Voilà, le coût en termes de santé, s'il n'y a pas la prévention, s'il n'y a pas l'aide médicale d'État, etc. Non, mais même le c'est coût, une vraie question. 1 milliard. Un milliard, évidemment. Si tu as une famille, ça coûte 1 milliard. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire avec 1 milliard ? Mais la santé, c'est 1400 milliards. Donc, pour l'ensemble de la population. Donc, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Par contre, c'est un vrai bénéfice pour eux et pour tout le monde. Quand vous êtes dans le métro, que vous croisez quelqu'un qui a une jambe cassée, tout le monde se satisfait plutôt d'une situation. On se dit, on va pouvoir l'emmener à l'hôpital et lui réparer sa jambe, ou etc. quoi. Donc, je pense que ça n'a pas. C'est une fausse nouvelle qui circule, une intoxication du débat public. Non, l'aide médicale d'État ne coûte rien et rend d'énormes services. Elle est menacée. Est-ce que ça vous met en difficulté ? Oui. Ouais, vous en voyez les faits déjà ? Bien sûr, parce que nous, ce qu'on peut faire, on a un plateau de consultation. Les médecins qui nous écoutent vont bien comprendre. À un moment donné, on a besoin du recours à l'hôpital pour des soins lourds, pour des opérations, pour tout ça. Et ça, on ne pourra jamais nous le faire en niveau associatif. Donc nous, on est cet intermédiaire qui permet justement que le monde hospitalier accueille dans de meilleures conditions des gens qui sont perdus, on les accompagne, ça va mieux se passer derrière. Et on a absolument besoin de cette aide médicale, oui, pour continuer notre travail. Ouais. Donc il y a la dimension santé, mais vous l'avez dit, finalement, l'association, de fil en aiguille, elle s'occupe de beaucoup d'autres choses, notamment l'aspect administratif. Quel est votre rôle en la matière ? La charte d'Ottawa en 86, l'ONU, l'OMS, avait dit la santé, c'est d'abord un hébergement, une alimentation, une sécurité. Voilà. Sur la question de la sécurité, ces gens sont en grand danger. Ils craignent tout le temps un contrôle, beaucoup d'entre eux n'ont effectivement pas le papier administratif qu'il leur faut, et ça abîme beaucoup leur santé. Et quand on les accompagne, on arrive à solutionner parfois cette situation-là aussi. D'accord ? En particulier, il y a une loi française qui existe encore et qui permet à des gens, quand ils ont des maladies importantes, d'avoir accès à un titre provisoire pour se soigner. Donc, par exemple, on accompagne beaucoup ça, et ça, c'est d'abord leur santé. Une fois qu'ils ont ce titre, ils se soignent aussi, mais on voit bien que c'est une dimension très importante pour eux. Et les professionnels de santé, ils se transforment en spécialistes de l'administration, en quelque sorte ? Non, parce qu'on travaille en pluridisciplinaire. Voilà, moi, je suis dans mon rôle, je suis médecin, j'accueille, j'écoute, je prescris, et mon collègue socio-juriste va le voir après ou l'a vu avant, et s'est occupé de son accès à l'aide médicale, à la C2S, à tous ces acronymes un peu compliqués, mais qui sont des sésames pour se soigner très importants. Vous travaillez avec Santé publique France ? Vous êtes Beaucoup. On est très soutenu par Santé publique France. Ils nous font par exemple un grand service avec l'édition d'un guide, alors 45 000 exemplaires qu'on retrouve dans toutes les urgences des hôpitaux, et où on a essayé de détailler un peu tous les problèmes de santé, les problèmes médicaux qui se posent à cette population. On est quand même avec une cohorte de 10 000 personnes par an, un des lieux d'observation de la santé des exilés les plus reconnus. L'HAS vient aussi nous solliciter pour des avis sur certaines maladies par rapport à certaines populations. On va parler du financement du COMED et donc de DIFT. Alors ce partenariat avec DIFT, il est récent, il existe depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, on bénéficie de subventions publiques puisqu'on finalement remplit une mission de service public. Bon. Tout le monde sait que l'appui public est en grande difficulté pour les associations. Cette année, 2025 a été un coup de massue, puisque une perte de 20% sur un budget, c'est énorme. Voilà. Donc, on n'a jamais été trop sur le financement privé. On fait appel à certaines fondations, mais là, il faut absolument qu'on élargisse nos sources de financement. C'est très important, parce que on peut plus assurer pleinement et de manière de qualité nos prestations si on n'est pas aidé. D'où cette collaboration avec DIF qui s'est révélée, j'allais dire, à la fois amusante et intéressante. Oui, parce que vous avez lancé un DIF Challenge, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est quoi ? Un petit peu sur tout le réseau d'adhérents et de 200 personnes. On a été sollicité pour interpeller nos carnets d'adresses avec tous les outils numériques que nous propose DIF et des petites relances et des choses un peu amusantes pour solliciter les gens par des messages personnalisés. Je crois que c'est ça qui a marché.
et qui a permis de donner un petit peu d'oxygène à l'association. Ouais. Mais on est loin du compte. Oui, alors justement, on va terminer là-dessus. Si on veut vous aider, là, il y a certainement des téléspectatrices, des téléspectateurs qui se disent tiens, allez, je suis convaincu, je vais aider le COMED. Et ce serait formidable, c'est très facile. Vous tapez COMED dans n'importe quel moteur de recherche et là, vous avez l'onglet Soutenez-nous et on vous proposera différentes possibilités de nous soutenir. Voilà, vous allez soutenir beaucoup de femmes. Un patient sur 2, c'est une femme. Il y a aussi des enfants, il y a des personnes âgées, il y a vraiment tous les publics, plus de 140 nationalités et des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Merci beaucoup, Patrick Lamour. Bon vent Merci à vous. Au COMED. On passe au débat de ce Smart Impact, le label Bicorp qui se refonde.